Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. L'activité d'aujourd'hui est une activité de lecture qui a comme objectif lire et comprendre le prologue d'Antigone de Joan Nouillet. L'objectif spécifique, c'est relever le portrait physique et le portrait moral de chacun des personnages présentés par le prologue. Alors on commence la lecture et au fur et à mesure, je vais souligner les noms des personnages et puis après, je vais souligner les mots qui nous renseignent sur les portraits physiques ou moraux de chaque personnage. Alors on commence la lecture tout de suite. Tout d'abord, nous avons un petit texte intitulé Décor. Un décor neutre, 3 portes semblables au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Ce texte, tout entier, s'appelle dans le langage du théâtre la didascalie. C'est l'ensemble des informations scéniques que le dramaturge adresse au lecteur pour qu'il s'imagine mieux la scène. Alors on commence maintenant par la lecture de la réplique du prologue, ou alors ce qu'on appelle la tirade, puisque c'est une réplique qui est très longue. Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Il regarde droit devant elle. Il pense qu'il va être Antigone tout à l'heure et qu'il va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux de la famille et se dressait seule en face du monde, seule en face du Crillon, son oncle, qui est le roi. Il pense qu'il va mourir, qu'il est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, il sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme de nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant, le fils du Crillon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le porte vers Ismène. Son goût pour la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal, où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe. Il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin, comme en ce moment. Ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui, et il lui a dit avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène
brillait aux éclats, là-bas, au milieu des autres garçons. Et voilà maintenant, il allait être le mari d'Antigone, et ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Elle joue au jeu difficile de conduire les âmes. Avant, du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires du Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches, il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué. Il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre, et se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante, et ne lui est d'aucun secours. Créon est seul avec son page, qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve, adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder, ni de se mêler aux autres. Et c'est déjà. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres, elles sont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge, et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes et de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Voilà, on arrête ici la lecture et on passe directement à la grille qu'on doit donc remplir avec ces mots
qu'on a souligné